origines.
Bravo, bravo, très belle performance. Bonjour à tous, bon réveil, merci pour votre fidélité. Nous sommes le mardi 12 janvier, figurez-vous que nous sommes en l'an 2971. Et oui, croyez-le ou non, en Algérie, nous sommes bien en avance, je vous dis, à Segès, à Megès, à tous les Algériens d'ici et d'ailleurs. Et à l'occasion de Yenaïr, bien nos meilleurs voeux à tous les Algériens pour cette nouvelle année du calendrier agraire. Santé en premier lieu, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important à vous souhaiter. Cette conjoncture n'a fait que nous le rappeler. Nous allons en votre compagnie découvrir plusieurs thématiques autour de cette date de célébration. Des invités également, notamment l'anthropologue Luisa Galaise, avec qui nous remonterons aux origines de Yenaïr. Nous irons également découvrir les traditions de la célébration de Yenaïr à travers différentes régions du pays, notamment à la Casbah d'Alger. Nous irons également dans la région de Beni Snous à Tlemcen ou encore à Betna du côté des Aurès et encore d'autres régions seront à visiter. Une célébration qui passe aussi par l'art culinaire. Nous aurons avec nous une spécialiste de la discipline, à savoir Fatima Delissi, qui nous en parlera. Elle est directrice d'une école. Et puis nos rubriques habituelles qui sont adaptées à cette occasion. Djevdet Gessouma pour le livre du jour, Fait la brase pour la rubrique pédagogie, ainsi que d'autres surprises qui vous attendent tout au long de cette émission. Et comme à chaque fois, on vous rappelle que cette émission est sponsorisée par Coral Peinture. Je tiens à préciser que c'était tout à l'heure Ed Dobalen, donc le groupe Layali de la cité Maya. On remercie chef Dermoum Saïd pour cette belle performance. Dans l'immédiat, c'est votre journal météo. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aynama Kuntum. La météo, c'est comme tous les mardis avec Emel Laribi. Bonjour. Non, je tiens à préciser, c'est Edembellen. Merci pour la correction. Edembellen. Très bien. Alors, ça vous a plu? Ah oui, c'était magnifique. D'ailleurs, je profite pour dire à Segès Amegaz à toute ma famille, ici en Algérie et en France, et à nos collègues ici à la télévision, surtout la régie 7. Voilà, très très bien. À Segès Amegaz, à tout le monde. À tout le monde. Alors aujourd'hui, on espère que la météo sera un peu plus clémente. Pas du tout, non. Pas du tout. Froid, pluvieux et la neige. D'accord, très bien, c'est à vous. Merci Nour. Madame, Monsieur, bonjour. Et bien pour aujourd'hui, on aura des passages nuageux assez denses à l'ouest qui peuvent donner des pluies durant cette matinée, puis de belles éclaircies devraient percer durant la journée avec des passages nuageux à l'ouest. Par contre, sur le centre et l'est, le ciel restera le plus souvent nuageux avec des pluies parfois sous forme d'averses orageuses, mais aussi probabilité de quelques chutes de grêle près des côtes, mais en matinée. Des chutes de neige sur les hauteurs du centre et l'est qui dépassent les 900 à 1000 mètres d'altitude durant cet après-midi. Puis une petite amélioration progressive, mais cette fois-ci en fin de journée sur le centre. La moitié sud, excepté quelques voiles sur Tindouf, le Sahara central et le Sahara oriental avec des soulèvements de sable. Partout ailleurs, le temps restera bien dégagé. Les températures, quant à elles, elles seront plutôt basse vers l'intérieur. Le minimum 6 degrés du côté d'Al-Beyad, 7 Djelfa, 8 degrés Constantine Tiaret, 16 Alger, 15 à Oran et à Naba, 16 également à Tlemcen, 17 degrés Biskra, 13 à Béchar, 16 degrés à Gardaya, 23 à Ilizi, 22 du côté d'Insalah, 18 à Drar, 27 à Tamanrasset et Janet, et enfin le maximum 34 degrés Borj, Bedjimokhtar et Ingzem. La mer aujourd'hui, elle se montrera plutôt peu agitée sur les côtes ouest et centre, mais très agité sur les côtes est. Les vents souffleront entre 10 et 30 km/h sur les côtes ouest, 20 à 30 km/h sur les côtes centre et 30 à 60 km/h sur les côtes est. On va faire un petit voyage cette fois-ci du côté de l'Afrique du Sud, où le ciel restera passagèrement nuageux. À Addis Abeba, Nairobi, des pluies attendues à Antananarivo, Lusaka, Windhoek, nuageux vers le Cap, plutôt ensoleillé vers Abuja et Bangui. Le mercure affichera 22 degrés à Addis Abeba, 24 à Nairobi, 30 degrés à Antananarivo, 24 à Lusaka, 24 également à Windhoek, en passant par les 38 degrés, cette fois-ci le maximum à Abuja. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi. D'ici là, passez une très bonne matinée et à Segès Amegaz. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aynama Kuntum. Merci Emel Laribi. On vous retrouvera dans les prochains bulletins météo, les journaux météo après les éditions de 12h et 19h. Rendez-vous pris, très bien. Merci. Vous êtes sûrement habitué à de la musique avant d'entamer votre matinale. C'est toujours le cas, on ne change jamais les bonnes habitudes. On revient juste après.
ششنا قصة اللي رثم اليوم بس عنك يا خلاق دست وصغير في بالي تشتاق ما تدي شرق هذا غيصدق لي غليان يا لا 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 غنصوف يسكاين نيال يا لا 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 وتمغر غي مزيغان يا لا 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 نطلب رب هذا غيصان يا لا 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 تكفوش. Et c'est avec joie qu'on reçoit notre première invitée, Luisa Gales. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? À vous aussi, à vous aussi, ainsi qu'à toute votre famille. Merci. Vous allez bien? Oui, très bien. N'hésitez pas à vous servir un verre de thé. J'aurais bien voulu le faire, mais je suis très maladroite. On me connaît. Ça ira. Très bien. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Je précise que vous êtes anthropologue au CNRPAH, donc le Centre national de recherche préhistorique, anthropologique et historique. Voilà. Et vous allez nous éclairer sur les origines de Yanaïl. Oui, alors les origines de Yinaïel, c'est pas peu dire, hein, parce que nous ne connaissons pas les origines de Yinaïel. Comme toutes les fêtes populaires, c'est une fête ancestrale. Et tout ce qui est ancestral, on ne sait pas quand ça a commencé, mais ça a commencé depuis très très longtemps. J'en profite pour dire qu'il n'y a pas de rapport entre Yinaïel et Shushnaq, que ce soit clair, que Shushnaq existe réellement. C'est pas une légende par rapport à ceux qui disent que c'est une légende, mais c'est pas lui qui a créé Yinaïel. Si ça se trouve, ça existait beaucoup plus tôt. Yinaïel n'est pas non plus une fête. Je n'aime pas le terme païen. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas une fête païenne. Ça a beaucoup d'autres choses. Hein, voilà, parce que ce n'est pas une fête religieuse, c'est une fête populaire. Pourquoi c'est une fête populaire? Parce qu'il est en rapport direct avec la nature. Dans les termes de l'UNESCO, c'est très clair. Un des éléments, des domaines de l'UNESCO, c'est tout ce qui est en rapport avec la nature et l'univers. Yinaïel rentre en plein dans ce domaine. C'est une fête qui est en rapport avec la nature et l'univers, ce qui explique la différence de la datation en fait. Ce n'est pas une erreur. Il y a ceux qui commencent le 7, d'autres le 8, d'autres le 10, d'autres le 11, d'autres le 12, le 14, etc. Pourquoi? Il y a même ceux qui parlent du 19, mais ça va nous remonter au Nowruz qui se trouve aussi dans l'Europe. En fait, c'est parce que Yinaïl, c'est le début de quelque chose. Le début de la saison agraire. Même si, effectivement, on commence par les neiges, que c'est la période où il n'y a plus rien, où il n'y a plus rien qui pousse, parce que dans les montagnes, dans les endroits enneigés, c'est déjà couvert, ou du moins c'était, même maintenant ça l'est, hein, c'est couvert de neige, et c'est pour ça qu'on parle des nuits blanches ou des jours, on appelle ça en kabyle, Oussan Imlelen, les jours blancs, parce que tout est couvert de blanc. Mais ce qui est certain, c'est que quand vous partez dans le sud ou dans l'ouest ou même dans l'est, c'est le début de la période agricole. Et là, c'est en fonction de ce que font les régions. Il y a ceux qui commencent leurs activités agricoles. Bon, je ne suis pas agronome, donc je me permets des erreurs. Ceux qui commencent le 7, ceux qui commencent le 9, etc. Mais c'est toujours en rapport à quelque chose. Et cette date est fêtée justement pour que les gens soient tous au courant en même temps. Il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de journal, il n'y avait pas d'Internet et tout ça. Donc, comment savoir que c'est la période agricole? Comment savoir, on va dire, en été, hein, rien à voir, qu'on peut commencer à ramasser les figues? Oui. Comment savoir qu'on peut commencer à cueillir les olives? Il faut quand même qu'il y ait un point de départ. Ce point de départ, la période estivale, la période hivernale, ou le début de la préparation de la période agricole, des saisons agricoles, c'est le début de Yinaïl, c'est le début d'une année. Et après, bon, il y a eu des astronomes, des astrologues qui ont d'abord, puis après des astronomes qui ont cherché et qui ont trouvé qu'il y avait un rapport avec l'astronomie, avec les astres, avec le premier jour où la journée commence à reprendre ses minutes par rapport à la nuit, etc. Mais ça, c'est postérieur. Oui, justement, vous, en tant qu'anthropologue, bien, je pense que vous vous basez sur des références historiques, scientifiques. Ah oui, bien sûr, scientifiques et littéraires, historiques. Bon, la science ne s'explique pas sur Yinaïl, mais la science s'explique sur le fait que le 14 janvier, c'est la journée où c'est la première journée où le calendrier. Le 14 janvier. Le 14 janvier, c'est la journée où on prend le plus de temps à la nuit, où le jour prend plus de temps à la nuit, parce que on a bon, vous savez que l'équinoxe d'hiver, c'est le 21 décembre, donc les 20 jours avant l'équinoxe et les 20 jours après l'équinoxe, à peu près, hein, grossièrement. C'est pratiquement un calendrier où il y a très très peu de secondes qui vont passer d'une journée à l'autre. Et le 14 janvier, c'est le jour où on peut quand même, où le jour prend 2 minutes
à la nuit. Oui. Il y a aussi ce qui est symbolisé par l'histoire de la Djouza. Oui. Quand Inayer prend 2 jours à février. Bon, Inayer n'a jamais pris 2 jours à février, je pense, mais comme tous les mythes n'existent pas, mais les mythes, ils ont le droit d'exister. S'ils n'existent, il faut les faire exister, parce que ça nous permet de mieux comprendre l'histoire, surtout de l'expliquer aux enfants, mais de l'expliquer avec un fond philosophique. Oui. Et non pas avec une réalité concrète que ça existe Alors réellement. justement, il y a tout un aspect philosophique de Oui, Yenaïel. oui, oui. Là, si vous voulez, on reviendra tout à l'heure parce que j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais concernant le calendrier, il faut rester extensible parce que ça remonte à des milliers d'années. Il n'y avait pas le système de datation que nous avons aujourd'hui pour comprendre exactement quand est-ce qu'Inaël a commencé et pourquoi c'est le 12 et c'est pas le 11 au soir. Ça ne se passe pas comme ça dans l'histoire. L'histoire marque les grands événements. Et Yenaïel, c'est un grand événement sur le monde. Nous l'appelons Yenaïel dans le bassin méditerranéen, des Canaries jusqu'en Andalousie, jusqu'au Liban, jusqu'à Siwa en tout cas. Il est tout à fait normal qu'il y ait des différences parce qu'il y a des différences de climat, des différences de calendrier, des différences de timing, des différences de décalage horaire et tout ça. Donc, et des différences de saison même. On ne va pas se dire, c'est pas comme si on disait l'Algérie a pris son indépendance le 5 juillet. Oui, le 5 juillet, un contrat a été signé, mais on n'a signé aucun contrat avec Yenaïel. Mais s'il existe depuis la nuit des temps, il est encore là aujourd'hui et je suis là à vous en parler. C'est qu'il a marqué des civilisations, il a marqué des générations, il marquera encore des générations à venir, et tant mieux. On a une partie de nous-mêmes, de notre culture, et non pas seulement de notre histoire, mais de notre culture, qu'on va transmettre aux générations futures, et qui porte une partie très très importante, un socle très important de notre identité. Oui, alors justement, d'une région à une autre, on célèbre différemment Yenaïel. Oui. Également de différentes façons. Est-ce que vous avez eu à étudier justement ces différences? Pas dans les détails, parce que si on rentre dans les détails des mets préparés et tout ça, c'est peut-être pas tout à fait mon domaine. Mais en tout cas, ces différences, comme je vous ai dit, c'est par rapport aux différences de saison et c'est par rapport aux différences de climat. Et donc, dans les villes, mais là, je pense que c'est tout le nord de l'Algérie, dans les villes où il y a beaucoup de blé. Il n'y a que du blé. Il y avait un certain temps que du blé. Un certain temps, l'Algérie exportait le blé. Du temps de Massine, ça. Il y avait déjà une aire au temps de Massine. Attention. Oui. Je suis d'accord pour le Donc rappeler. On avait des il y en avait même du à base de blé. Voilà. Plus de base de blé. On est une région de blé. On est une région productrice de blé. Et donc, tous les plats se préparent à base de blé. Donc, vous avez une choucha, c'est à base de blé. Oui. Vous avez une tomina, c'est à base de blé. Vous avez le berkouk, c'est à base de blé. Vous avez le couscous, le chorchora. Tout est à base de blé. Vous avez le khfaf, le sfenj, le msemen, tout est à base de blé, tout. Et puis même à Yenaïel, il y a du blé pour le blé. Ce qui est le chelchem, c'est du blé pur. Donc on revient à la nature même de l'objet, qui est du blé pur. Après, nous avons les saisons. Alors là, vous avez ce qui existait dans les jardins. Dans le sud, vous aurez les dattes. À l'est, vous aurez quelque chose qui représente l'est. À l'ouest, vous aurez quelque chose qui représente l'ouest. Donc, c'est toujours en rapport avec la saison et avec le climat et la production la plus importante. D'accord. Là, j'insiste sur l'aspect philosophique de la fête. Oui, alors l'aspect philosophique, nous avons 2 explications. Oui. Nous avons l'aspect philosophique historique. Pourquoi Yenaïel? Pour moi, Yenaïel, c'est une série de leçons qui commence par le béaba. Ce sont des leçons que les parents donnent aux enfants, que les sages donnent aux autres. Je ne dirais pas les moins sages, mais aux autres. Pourquoi j'ai dit le béaba? Quand la maman commence à préparer les mamans, parce que Yenaïel, comme tout le patrimoine, est porté par des femmes, ou la majorité, je m'excuse auprès des hommes. Donc Yenaïel est porté par des femmes. Le fait est que avant Yenaïel de 3 ou 4 jours, Yenaïel se prépare à partir de l'été, parce que l'Oula commence en été. Oui. Donc il faut préparer les greniers pour mettre les produits pour l'hiver, parce qu'en hiver, on ne peut rien produire, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a de la neige partout, et on peut même pas sortir dehors. Oui. Ma mère me racontait qu'il y avait, quand ils ouvraient la porte, c'est pour ça qu'en Kabylie, par exemple, et chez les Chaouia aussi, même à Binisnous, quand vous ouvrez, les portes se font toujours à l'intérieur de la maison. On ne construit jamais une maison avec une porte qui ouvre à l'extérieur. Oui. Elle ouvre à l'intérieur, pourquoi? Parce qu'elle m'a dit, on ouvre la porte et on trouve une porte blanche. Dans la nuit, il a neigé suffisamment pour couvrir la maison. Donc, quand on commence à préparer les greniers en attente de Yenaïel, ça c'est en été, mais dans la semaine de Yenaïel, on commence à nettoyer les maisons.
Symboliquement, on change ce qu'on appelle le mnasab, le foyer, foyer à feu. Et les pierres, parce que c'était des pierres, c'était pas encore les trucs là en fer, les pierres on les ramène d'ailleurs. On envoie les filles ramener les pierres. Donc symboliquement, c'est la première leçon de Inayr. On apprend aux enfants de façon ludique de changer le mnasab de Inayr pour se préparer à Inayr. Donc la fille commence à partir de là à apprendre qu'est-ce que c'est Inayr. Et puis la maman lui explique que chaque année il faut le changer parce que quand on change, c'est une bonne augure. On se prépare à une année neuve. Symbole d'espoir, symbole de nouveauté, symbole de richesse et tout ça. L'enfant, quand il est né dans l'année en cours, on le met fidjfna et puis on lui verse dessus tout ce qu'on a, ça par exemple, ou autre chose quand on est dans une autre région. Les cacahuètes et les bonbons, c'est maintenant, mais ça fait 2 siècles, c'était probablement plus de fruits secs. Voilà, des fruits secs et tout. Donc, c'est lui reconnaître son rôle de l'enfant. Aujourd'hui, quand on sait qu'il y a des enfants qu'on retire de l'école pour les envoyer travailler, donc on leur vole leur enfance, alors que là, on reconnaît le rôle de l'enfant. Et aussi, on lui souhaite la bonne année, la bienvenue et bonne arrivée dans la famille avec son premier Inayr. On lui coupe les cheveux pour la première fois. C'est bon augure aussi parce que les cheveux, il y a énormément de cheveux sur la tête, donc c'est la richesse, c'est l'abondance. Ensuite, on va plus loin. Quand vous regardez maintenant dans les écoles les écoles de management, on parle de développement durable et tout. C'est quoi le développement durable? C'est une équation de 3 choses, social, économie et nature. Or, Inayr, c'est une équation de social, de l'économie et de la nature. Quand vous prenez l'histoire de Ayred, c'est un roi qui va faire le tour des riches pour prendre aux riches et donner aux pauvres. Donc, bonne gouvernance. Prendre aux riches pour donner aux pauvres, c'est qu'il y ait une égalité sociale, équitabilité du moins sociale. Preuve d'humanité aussi. Voilà, preuve d'humanité. C'est comme c'est un roi, donc il se permet. Mais il se permet à juste titre. Il ne vole pas pour lui. Il vole pour donner aux pauvres. Donc c'est de la bonne gouvernance et c'est pour créer l'égalité sociale. Tout ça, ça fait partie de la philosophie de Inayr. Et je vous ai dit tout à l'heure que c'est un événement qui est en rapport à la nature. Donc c'est le respect de la nature, ce qu'on appelle aujourd'hui techniquement l'écologie. Or, ça a toujours existé. Donc voilà les 3 dimensions de développement durable que nous retrouvons dans Inayr. Pas la peine d'aller plus loin. Voilà. J'aimerais juste revenir sur une dernière chose. Alors, les constructions les plus anciennes se trouvent en Afrique. Et au Moyen-Orient. Ça, c'est... Donc l'Afrique est le berceau de l'humanité. Oui, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc inévitablement, c'est quoi l'humanité? Je ne sais pas si on est vraiment passé du singe à l'homme, mais en tout cas, l'humanité, c'est les premiers hommes. Et si les premiers hommes se trouvent en Afrique, c'est que les premiers hommes qui ont construit des maisons se trouvent en Afrique. C'est tout à fait normal. Je ne pourrais pas vous donner les dates parce que mes collègues archéologues vont me taper dessus. Je vais me tromper à coup sûr et c'est pour ça qu'ils vont me taper dessus. Mais effectivement, nous avons les premières constructions se trouvent en Afrique. Nous avons des sites très très anciens, à eux de dire quand est-ce que, depuis quand. Nous avons aussi des sites dessinés très anciens que nous retrouvons dans la période du néolithique, les paléolithiques. Surtout dans le sud du pays. Dans le sud. Il y en a pas mal. Puis même quand vous cherchez, pour nous oui c'est le sud, mais pour le grand sud ce n'est plus le sud. Parce que quand vous allez à Béchar, à Naama et tout, pour Janet et tout ça, le Naama et le Béchar c'est le nord. Donc tout est relatif, mais vous les avez des Béchar. Hein. Pas la peine d'aller jusqu'à Janet pour les trouver, mais c'est bien d'aller aussi à Janet. Alors pour ceux qui nous regardent, surtout pour les Algériens qui nous regardent, qui sont à l'étranger, qui n'ont pas l'occasion justement de célébrer Yanayr avec leurs proches ici en Algérie, où est-ce qu'on célèbre Yanayr hormis en Afrique du Nord? Je ne sais pas si on le célèbre de la même façon, mais en tout cas on le différemment, célèbre différemment. Les Canaries par exemple. Je suis sûre qu'en Andalousie ça existait. Je ne sais pas encore s'il existe quelques Yanayr ici, de nos jours. Je parle des autochtones. Hein. Mais après, on célèbre Yanayr partout. Il y a des Algériens, des Marocains et des Tunisiens. Surtout Algériens et Marocains. Les Libyens, ils ne le célèbrent plus. Mais ils savent, parce que j'en ai rencontré quelques-uns dans le cadre d'une recherche, ils savent que ça existait chez eux. Mais ça a été totalement décimé par différentes campagnes anticulturelles. Mais ils savent que ça existait et ils étaient venus en Algérie dans le but de retrouver des phénomènes ou des épiphénomènes socioculturels pour savoir où les retrouver dans leur comportement quotidien ou dans leur comportement de différentes célébrations. Parce que vous savez, quand on vous empêche de faire quelque chose, en fait, vous continuez à le faire, mais vous allez l'associer à un autre événement qui, lui, n'est pas interdit, et comme ça, vous continuez à pratiquer votre culture en portant un autre nom.
Et donc, ils sont venus pour rechercher ça, pour essayer de retrouver Inaël chez eux. Ceci pour dire que dans toute l'Afrique du Nord, les Canaries, en Andalousie, et c'était peut-être même dans d'autres pays, mais ça n'existe plus. Et puis, vous avez Inaël, partout il y a des Algériens. Au Canada, en France, voilà, partout. Toute notre diaspora à l'étranger. Merci beaucoup, Louisa Galès, merci d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. Je précise, je rappelle que vous êtes anthropologue au CNRPAH, donc au Centre national de recherche préhistorique, anthropologique et historique. Merci beaucoup, en espérant que vous fassiez plus de recherches et que vous puissiez rassembler toutes les pièces du puzzle pour reconstituer notre histoire la plus ancienne possible. Voilà, Merci très bien, merci beaucoup. Alors, je vous laisse en image avec ce reportage sur la Mlehfa Chaoui, juste avant de recevoir Diodet Gessouma. Il y a comme une sorte de légèreté et d'élégance incomparable dans cette tenue vestimentaire, la Mlehfa ou le drapé. Un habit traditionnel qui distingue les femmes des Aurès, qu'elles portent en toutes circonstances depuis des siècles. L'origine de ce célèbre habit ancestral remonte à l'époque antique. La Mlehfa remonte à l'Antiquité. Jugurtha, Massinissa et Syphax portaient ce genre de vêtements. Emblème de la femme des Aurès, la Mlehfa Chaoui, une robe flottante qui se compose d'une longue étoffe avec par-dessus une sorte de cape, maintenue sur les deux épaules par deux fibules en argent. سبعي غالن هذيس ويرني في ملحف تنزيك وثينيش ذايني تغروازيون هرزم متى تقرن ذاينيت المداور تقلنا المداور نغتابزيم. La Mlehfa Chaoui est souvent de couleur sombre car le noir incarne à la fois la force, le pouvoir, l'élégance et le deuil. C'est pour cette raison que la femme Chaoui adopte la Mlehfa sombre dans les périodes de fête et de deuil. La Mlehfa Chaoui est confectionnée à partir de tissus de couleur noire. C'est une couleur qui illustre le deuil, la nuit. Cette robe serrée autour de la taille avec une ceinture est rehaussée par 3 galons de tresses rouges, vertes et jaunes qui symbolisent le sang et l'attachement des Amazirs à la libération de nos terres. Le vert, c'est la nature et l'espoir, et le jaune, c'est le Sahara. Indissociable de la région des Aurès, mais aussi du patrimoine national, la Mlehfa est riche en connotations culturelles et historiques. Remis au goût du jour, cet habit traditionnel est de plus en plus prisé, porté avec un brin de modernité, notamment lors des cérémonies de mariage. L'heure est à présent à la littérature. Avec vous, Diodet Gessouma, bonjour. 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 Ça fait plaisir. Une table bien colorée. Ah bah, vous pouvez vous servir. Merci. Vous êtes plus timide. C'est gentil. Merci. Moi, je le serai moins après. Il n'y a pas de souci. Alors, vous êtes venu nous parler bien d'un livre. Un livre du jour. Oui. Bon, nous sommes en pleine célébration, bien sûr, de Yenner. Comme l'a dit notre amie Louisa Galès, ça part sur plusieurs jours. Donc, ce n'est pas nécessairement défini. Mais il y a un lien avec la terre, avec la culture agro-pastorale, tout ça. Donc, le lien avec le tellurique, avec la terre est très important. D'où cette célébration. Il y a juste une chose, je voulais commencer sur quelque chose avant d'aller sur Bouloud Pharaon et son livre La Terre et le Sang, que j'estime très justement très illustratif de ce lien avec le tellurique. Cette fois, ces derniers jours, il y avait une petite polémique qui a émergé où on a fait une statue représentant Chechena. À l'occasion justement de ce Yenner. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont protesté en disant « Ouais, Chechena, il a l'air d'un Égyptien. » C'était un pharaon égyptien. Il s'est devenu un pharaon égyptien. Parce donc, il était réellement bien représenté. Parce que c'est une histoire qui dure depuis 2971 ans.
Et c'était à 950 avant Jésus-Christ où il a vaincu Psusénès II et où il s'est installé donc en Égypte. Donc c'est un pharaon et ce n'est pas un roi. Le roi, c'est plus un empereur qu'un roi. Tout Parce comme qu'un empereur, voilà, tout comme Mouloud Faraoui. voilà, pour la transition. Donc c'était important puisqu'on a quelques images justement où chez Chenab, c'est une convention. On a décidé que cette victoire 950 ans avant Jésus-Christ sur Psusénès II a commencé Yennayer. C'est une convention, donc ce n'est pas précisément c'est une convention un peu historique et archéologique. Donc voilà, juste pour la gouverne de ces personnes qui doivent quand même connaître leur histoire, du moins l'histoire de cette Afrique du Nord, cette grande Libye Ifriqiya qui nous caractérisait. Et voilà, donc il n'y a pas un Chechnak, il y en a plusieurs. Oui. Donc c'est toute une dynastie qui a duré près de 2 siècles. Donc les gens doivent savoir ces choses-là Très bien. Le message est passé. avant de passer à notre très cher Mouloud Faraoun. Lui aussi est un pharaon. Oui, dans son genre, mais il n'a peut-être pas voulu. C'est nous qui l'avons institué comme un pharaon de la littérature algérienne. Né le 8 mars 1913 à Tizi Hibel, Mouloud Faraoun est un grand personnage de l'Algérie contemporaine, de l'histoire contemporaine de l'Algérie, et un grand littéraire qui est connu pour sa trilogie Le Fils du Pauvre en 1950, La Terre et le Sang en 1953, et Les Chemins qui montent en 1957. Donc ça, c'est vraiment son œuvre majeure. Ensuite, bon, il a fait Jour de Kabylie, il a fait des livres, c'est-à-dire avec des échanges épistolaires, toutes ces choses-là. Mais nous, on s'est intéressé, c'est très difficile je voulais faire une thématique sur Yennayer, mais le littéraire et Yennayer, il semblerait qu'ils ne s'entendent pas trop, puisque Yennayer, c'est une fête populaire, c'est une fête qui est inscrite dans la terre, dans les éléments, les 4 éléments que sont le feu, la terre, l'eau et l'air. Et donc, c'est tellurique, c'est les saisons, c'est toutes ces choses-là. Elle se vit, Yennayer se vit, ne se lit pas. Voilà, Yennayer se vit, ne se lit pas. Donc vous aurez beaucoup de choses anthropologiques, ethnologiques, historiques, toutes ces choses-là, mais très peu littéraires qui inscrivent. Mais on sent en filigrane, dans toute la littérature un peu qui est proche de cette terre, vous le verrez chez Ben Haddouga, Razak Baktash, pour ce qui est un peu plus urbain, vous le trouverez chez Tahar Outar, chez Tahar Djaout, toute cette notion justement du tellurique, le lien avec le tellurique. Mais un des romans les plus emblématiques pour moi de ce lien tellurique, ça a été vraiment, c'est un choix bien sûr subjectif personnel, mais c'est Mouloud Faraoun dans La Terre et le Sang. Donc Mouloud Faraoun, là, il inscrit une histoire qui au début peut sembler un peu triviale. Il y a un émigré qui s'appelle Amr, qui va se marier avec Marie. Cette Marie est bien sûr française, et donc ça pose pas de problème. Il se trouve que Amr va venir dans son village. Irin Zman, donc je pense que c'est un nom où Mouloud Faraoun a inscrit justement exprès ce nom pour qu'il fasse un lien avec le passé. Et donc, il va venir, donc déjà, cette Marie est la fille d'un certain Rabah en France qui est mort et qu'on accuse Amr Hada d'avoir tué, même par accident, ce jeune homme. Donc, il va y avoir un élément fondateur de tout un ensemble de ressentiments qui seront décrits par Mouloud Faraoun, qui est vraiment, c'est-à-dire on a beaucoup parlé de Katb Yassine, de Mohamed Dib, mais on parle très peu de Mouloud Faraoun avec la puissance de son texte, de ses mots la aussi. puissance de ses mots, la limpidité de ses phrasés et sa description
féroce, vraiment puissante de toute la société dans laquelle il a évolué lui-même. Mais en tout cas, Comment le il titre nous laisse décrit penser que ça parle un peu des origines. la terre et le sang. Est-ce qu'on le voit, on le sent en tout cas dans le livre? L'enracinement dans la terre et l'enracinement dans les origines Voilà. humaines, effectivement. Mais en même temps, cette terre et le sang sont la symbolique directe d'un événement phare qui va se passer dans ce roman. Et donc lui, il va décliner un récit où il y a un couple qui va venir et ce couple va déranger la tradition. Et ça va créer un ensemble de situations quasiment qui relèvent de la tragédie grecque. Où là, la terre et le sang, c'est aussi... le sang est un élément vital, vivant, et la terre est un élément immuable. Et donc, lui, il va dans sa haute culture, Mouloud Ferroun va décrire toute cette terre et ce sang dans une tragédie grecque quasiment. Et il y a la puissance d'un, je sais pas, d'un Sophocle ou d'un... Parce qu'il va parler de toute la tradition, il va parler de tous les rapports qui se font, les stratégies, comment les vieilles qui sont là, présentes comme un élément immuable, elles vont agir sur ce couple qui est entre guillemets un élément rapporté et qui est posé sur cette tradition séculaire très dure. La Kabylie, c'est la montagne, c'est la rudesse, c'est les forces de la nature, et les chocs de ces cultures vont déclencher, provoquer des élans de vengeance, il va provoquer des élans de mort, ils vont essayer de stimuler aussi la vie. Il y a tout un ensemble d'intrigues où franchement Mouloud Ferroun gagne à être encore connu encore plus par la force de ses textes. Il est redoutable. On l'a souvent opposé à Albert Camus qui parlait de ses origines justement vitales, le sang, là où Mouloud Ferroun a opposé une origine de la terre, une origine de l'enracinement dans cette terre matricielle, quoi. Et c'est ça, et c'est pour ça que son rapprochement, sa proximité avec le tellurique est très important. Et Mouloud Ferroun, évidemment, intellectuel, qui a fait des échanges épistolaires, qui a été enseignant, maîtrise d'une manière fabuleuse la langue. Et donc là, il utilise cet instrument qui devient incisif, qui est esthétique, qui est très beau, parce qu'il nous représente les choses d'une très belle manière, mais en même temps qui est très incisif, très ironique, très sarcastique sur le poids de ses coutumes qui fait le reste. D'accord, alors moi j'ai une question, je pense que je ne suis pas la seule à me la poser. Est-ce que Omar et Marie, est-ce que ça marche au final? Sans vouloir nous spoiler, oui ou non? Disons que oui, allez, soyez optimistes. Ah oui. Disons que oui, mais dans des conditions d'une rudesse absolue, parce qu'ils sont contre une tempête d'élan de vengeance, ils sont contre une tempête de tradition intégrée en même, ils sont l'objet d'envie, puisqu'ils viennent avec des meubles, ils s'installent, ils sont entre guillemets riches, puisqu'ils ramènent avec eux ces meubles, ils ramènent et la vieille Kmouma, qui est la mère de Amer, elle récupère son statut. C'était une pauvre qui en donnait, on faisait la charité en donnant un quignon de pain de temps en temps, qui revient à sa notion de mère, avec toute, si vous voulez, la richesse qui va avec, puisqu'elle est... Mais ils seront dans des multiples intrigues, dans des tempêtes de tradition et d'éléments. Il faut rappeler que ce roman se situe dans les années 20, et donc il faut s'imaginer le contexte de l'époque que Mouloud Ferroun a superbement bien décrit, et vraiment il est à relire parce qu'il est d'une force exceptionnelle. Combien de pages? Pas plus de 100, il y en a à peu près 200 et quelques. Même pas, c'est très
paradoxalement Livre très de facile poche, à lire. Voilà. D'accord, Oui. donc vous en parlez avec Mais, passion, en tout cas, ça nous Oui, encourage non, vraiment à aller. c'est vraiment... Il est disponible en librairie? Oui, non, il est sur plusieurs éditions en même temps. Donc La Terre et le Sang, Jour de Kabylie, Les Chemins qui montent, L'Anniversaire, tous ces ouvrages de Mouloud Ferroun existent. Il y a aussi les Amazirs en Égypte, ne pas confondre, Amazir ne veut pas dire juste Kabyle, parce que Bien beaucoup sûr. de gens, voilà, c'est berbère, c'est dans toute l'Algérie. Ça c'est intéressant parce que les Amazirs en Égypte, des temps les plus reculés aux dynasties Amazir, de Teklit Mbarak Slaouki, c'est un très bon livre, très bien À lire documenté. également. Ça c'est un peu plus scientifique, mais voilà. Merci beaucoup Dieudonné Gassama, merci pour ce vibrant hommage. On vous retrouvera lundi prochain. Avec mardi prochain, mardi, oui, voilà. j'ai tellement hâte d'y être, voilà. Merci. J'avance dans le temps. Très bien, direction à présent à la Casbah d'Alger pour le fameux dîner de Yanaïr. Comment le célèbre-t-on dans ce quartier ancestral de la capitale? Le sujet est signé Anissa Bouzid en Regarde. Dans les hauteurs de la Casbah d'Alger, la famille Ben Mira tient comme chaque année à fêter le nouvel an amazigh. Aujourd'hui, Khalti Fatiha, la maîtresse de maison, s'est levée aux aurores pour concocter un menu riche et varié pour le dîner de Yanaïr. من بكري هذه هي العجين ونديروا البغرير ونديروا اليوم ما درتش راني طيبت نديروا العجين يفوك العجين نديروه يفوك تشخشوخه ولا رشته ولا زمان كان سردوك تذبحي السرادك تذبحي اللي كانوا عندهم مربيين تشري كانوا خاطر الذبيحه ما كاش تاع التريسيتي دوكا دائما انا ندوق قفه ونروحوا تاع التريسيتي نصيبوه واجد بصح بكري صح تذبحي وزيدي تنحيلو الريش مع الماء سخون تبطي فيه بصح ما كلتو بنينه ما نكذبش عليك ما كلتو بنينه. Après une longue journée passée dans la cuisine, la table est enfin dressée. هذا راس العام رانا كاع ملمومين وهذه هي طيبنا انا طيبنا تشخشوخه والمرقه وانا زدنا طيبنا شوربه مقطفه تاع ناس الجزائر بكرين تفكر على ماني كي كانت تديرها وتمشي السيار في يدها وين تقعد تديه معاها الا قعدت في وسط الدار تديه معاها ولا طلعت للسطح تديه معاها ويا راهي تبرم الشوربه هذه تفكرني على القصبه وعلى ناس بكري وعلى اللي يرحمهم واللي ماتوا كامله ودرت قناتك المتوب او كاين تاع ناس الجزائر بمرقه بيضه وباللوز وزدت درت لحم الحلو ودرت صبعتي العروسه درت البوراك هذه هي نحبوا براس العام هكذا نديروا دائما هكذا وعلى رحبه وكامله وبناتي وولادي وكاملاتك والدراري وعندي هادو مكاناتي كمزهيين لي عندي سيسي هذا هو راس العام. Une fois le dîner terminé, tous les membres de la famille passent au patio. Comme le veut la tradition, c'est l'heure de distribuer les confiseries aux enfants. بعد اللي تعشينا انا حبطنا لوسط الدار نكملوا السهره تاعنا راس العام احنا هكذا دائما نسهروا نديروا نحطوا التراز ونحطوا الحلويات باش يجي العام حلو. درت خبزة القطايف درتها واني درت لي سيغار وكان حطينا المعجون درنا المعجون ونشرو الحلويات على كل نوع نشروها وباش على راس العام باش نحطوها على البيبي ونفرحوا الدراري والعام يجينا حلو ان شاء الله. Une fête pleine de couleurs et de saveurs, Yanaïr est célébrée en Algérie dans la bonne humeur avec un repas copieux qui assure prospérité et bonne santé. السفينة لي جاية باش نلاقيها باللوز والسكر بطعم نغاشيها نطلب ربي الحنين تجيب وليد ونروح نهني لها.
Et c'est avec joie que nous accueillons Mohamed Hamouda, le président de la fondation Atiez Jeunes 2021. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Eh bien, Assegaz Amegaz avant tout. Assegaz Amegaz à tous les téléspectateurs, à tous les Algériens, à tous les Maghrébins, à tous les... Voilà, ici et ailleurs. Exactement, ici et ailleurs, et même en Europe, parce qu'il y a des gens qui... des Algériens, des Maghrébins qui vivent en Europe et qui vivent cette journée ou cette semaine, parce que c'est sur plusieurs jours. Voilà, exactement. Alors, déjà, il serait bien de préciser à nos téléspectateurs que Atiez Jeunes, c'est le nom berbère de Beni Izren. Beni Izren. Voilà, Izgen, très bien. Beni Izren. Beni Izren, c'est bien oui. ça? Oui. D'accord, très bien. Alors, comment on célèbre Yanner à Beni Izren, juste pour Beni Izren, remettre les choses dans leur contexte. L'une des 7 villes du Mzab. Oui. Et le Mzab n'a pas été construit en une nuit. C'est une suite de villes. La première, c'est Tejnid, l'Adf, qui a été créé en 1012. Et la dernière, c'est Grara, le Grara, aux alentours de 1500. Voilà, donc c'est toute une histoire de plusieurs années de création. Et Atiez Jeunes, elle a été créée en 1321. Et si on fait un petit calcul, 2021, ça fait 700 ans qu'elle existe. Et c'est pour ça que cette année 2021, c'est l'année de Beni Izren, pour faire un peu le point, pour revenir au passé, pour se dire où est-ce qu'on en est, qu'est-ce que va être demain. Voilà un peu le... D'accord, alors c'est une cité qui a été bâtie par les ibadistes. Oui. Et 700 ans plus tard, c'est une communauté qui fait toujours vivre la ville jusqu'à nos jours. Exactement. Et si vous voulez, cet anniversaire de 7 siècles, et le chiffre 7, pour nous musulmans, c'est un chiffre très symbolique. Et il est de notre devoir de vivre cet anniversaire, de revenir un peu au passé et de voir qu'est-ce qu'on nous ont légué nos aïeux. Faire un point. Exactement. Et comment est-ce que cette philosophie, ce legs peut répondre à des problématiques d'aujourd'hui, de 2021, et aussi de voir cet avenir, qu'est-ce que ça va être comme avenir, tout en restant de façon à avoir les pieds bien à plat dans le passé, de comprendre ce passé. Parce qu'il est évident notoriété publique que l'histoire du Mzab, c'est une histoire magnifique. Il y a des expériences à partager, il y a des expériences à faire découvrir et à adapter au jour d'aujourd'hui. Et elle est classée patrimoine mondial de l'humanité. Elle est classée patrimoine mondial de l'humanité depuis 1982. Oui. Et c'est une région qui est très prisée par les touristes nationaux et internationaux. Donc elle a énormément d'atouts. Et en étant natif de cette ville de Beni Izren et du Mzab d'une manière générale, et aussi algérien, donc j'ai envie que cette expérience soit partagée, soit connue, soit adaptée. Et elle peut répondre à énormément de problématiques que nous vivons actuellement. Très bien. Alors vous, Mohamed Hamouda, vous êtes au sein de votre fondation Atiez Jeunes 2021, vous cherchez quelque part à promouvoir ce patrimoine qu'abrite la ville de Beni Izren. Oui, au fait, pour revenir un peu à la forme de gouvernance, toujours dans le cadre du développement durable, je peux dire que le Mzab, au même titre que beaucoup de régions dans notre pays, étaient des précurseurs de ce qu'on appelle aujourd'hui le développement durable. Oui. Lorsqu'ils ont, ils ont géré la problématique de l'eau, c'est une preuve irréfutable. Ils savaient ce que c'était que ce développement durable.
Et à travers la fondation, on a envie aussi de mettre au goût du jour l'approche programme, l'approche projet. Ce que nous avons, pour beaucoup de problématiques que nous vivons, on ne sait pas les appréhender, on ne sait pas comment les identifier. Et c'est pour ça qu'on essaye de travailler de façon ponctuelle. Et le travail de façon ponctuelle ne peut pas donner les résultats qu'on souhaite avoir. D'accord. Alors justement, votre fondation, courte présentation avant de regarder justement quelques minutes d'une vidéo que vous nous avez ramenée. Oui. On regarde. ياقوتتنا الصحراء اتي الجانا يا العذراء بتدا تيزجن سمنا نبدا سمنا نقرا تيزجن عند الهيئات العرفيه الى نسنت منشد جنت الانسجام جار اقليل ومركانتي وسي بعد وسي قرب وسي تسافر وسي يعمر ديني رجاز طامطوط كل ما هو يعني الأسرة يعني تدارت سنن منشد يعني هذا يكون الانسجام جارسن بحيث هذا يكون الاطمئنان جارسن الأنس هدفني منسن اشي قل لي يباني الخدمة لي يباني الصلاحيات لي يباني منشد هذه جور تنطط لي يباني انشانس ارجاز لي يباني انشانس كل قن الا يجور بانسجام وباطمئنان وبأنس وبثقة جارسن هاتيجن كذلك أندين الصور إلى مزوار بطن رحم بنات طبعا تغن اثنين نجمانين الاستقلالية الذاتية إلى سنين منش يتكفلون بأمور الأمنية وبالحضارية أنتين تكلف نسيس أمان منش إلى سنين منش طوعا أمان إلى تغ مثلا ديس الواد هذا قضع ولي تستغلي سنين منش جناح بس منش جن تظني ومان منش تحفر تيرسين مش درن أو نتمرتو كذلك الدور اللي عزبن خاطر على قيمة نقيم يعني يخفني جنو غرم لديس الهيئة العرفية الرسمية اللي عزبن الحلقة المباركة إلا انتهت السن تزجور منش تحافظ على الدين تحافظ على الأخلاق تحافظ على يعني أينلان ديني واجتماعي كذلك الهيئات العرفية من عشائر وضمان وأمناء من جهة يعني سوسيولوجية سن كيفاش تزجورن كيفاش هذا يكون الانسجام السوق تجي السوق إلا مورد اقتصادي هام تمطط تخدم. Voilà, donc c'était une courte présentation de votre fondation en français ou en arabe parce que c'était en kabyle. Je pense que c'est pas tout le monde qui comprend la langue kabyle. Oui, en tmazirt, en mozabite, oui. Exactement. Donc oui, la fondation compte beaucoup sur la com, un travail de communication, oui. Un plan de communication. Et le fait que je sois là aujourd'hui, c'est un acte de communication. Le fait que je sois là aussi est un acte de communication. Exactement. Donc, si vous voulez, on compte beaucoup sur l'aspect communication, l'aspect formation. Et ce que disait notre ami Salah, qui est aussi poète, et c'est un scoop que je vous donne maintenant. Il vient de terminer l'écriture d'une chanson qui va être mise en musique et qui va être un peu la chanson de l'année 2021 de Atizjin. D'accord, d'accord. C'est lui-même qui a écrit les chansons qui vantent un peu... C'est la première fois qu'il écrit ? Non, il a plein de chansons mises en musique et chantées par... Imdiazen, c'est les chanteurs dans le Mzab. Oui. Donc l'association, plutôt la fondation, lorsqu'on a commencé à travailler, on s'est fixé un horizon. C'est l'horizon 2035. C'est un peu prétentieux peut-être de notre part, mais si on veut réellement aller vers cette notion de développement durable, c'est d'être à la fois dans le passé, connaître ce passé, le comprendre et ne pas en faire une copie-coller
toute bête, vous m'excusez l'expression. Être dans le passé, le comprendre la philosophie des gens qui ont fait le mzal. Être dans le présent parce qu'il y a des problématiques du présent qu'il faut absolument prendre en charge et réfléchir. Et être dans la prospective, si vous voulez. Qu'est-ce qu'on va être demain? Et je souhaiterais, en toute sincérité, en tant que citoyen algérien, que cette forme d'action soit un peu généralisée à travers le pays. D'autant plus que la Fondation, elle fait partie de ce qu'on appelle la famille de la société civile. Et la société civile, dans notre pays, peut faire beaucoup de choses. Et que le développement, lorsque dans un pays, le développement il est pris en charge par les pouvoirs publics, par la société civile et par la famille de ce qu'on appelle le marché, là, ça peut aller atteindre des résultats inimaginables. Donc, c'est dans cette perspective que la Fondation a été créée et que on s'inscrit dans le développement durable, et puis la préservation aussi de ce patrimoine. La préservation, oui. Mais pas dans le sens, une préservation, c'est une préservation qui sert le présent et qui doit servir le futur. Très bien, merci beaucoup, merci Mohamed Hamouda. Je rappelle que vous êtes président de la Fondation Atiesjen 2021. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis vous pouvez emporter votre thé avec vous. Hein. Merci pour le vous. Thé. Je vous laisse avec ce sujet Sihem Konouch Gouraya. La ville de Gouraya, blottie entre mer et campagne, jouit d'un riche savoir-faire culinaire. Les principaux ingrédients sont souvent de la flore de la région, généralement des pâtes, mais surtout des herbes. Par exemple, on a l'elili, voilà, et comment ça s'appelle, asmomt. À l'époque, ils le font. Et puis le khobbiz, avec le helmouch. Voilà. Et on a plusieurs d'autres. Hein. Dans la cuisine, Fatima s'affaire à nous préparer des plats typiques de la région. Ils sont très populaires. Elkthi Ibernen et Elkthi Irizen. Yenaïr est connu pour ses multiples plats traditionnels comme les boulettes aux herbes et les boulettes à la crépine. Berkoukes, Sfunj, Brir. Gouraya est réputé pour ses plats à base de plantes comme les fèves et les lentilles. Avec délicatesse et dextérité, Fatima mélange la semoule dorée avec ses herbes gorgées de chlorophylle, telles que la menthe poulio. L'elkthi, ou les pâtes, doivent être préparées avec soin. Pour préparer, il faut une pâte comme celle du msemen. La farce, par contre, demande beaucoup d'oignons et de la crépine. Il faut aussi des épices comme le cumin et le poivre noir. On laisse le tout mijoter avec du persil. Elkthi Ibernen, qui cuit à la vapeur, se rapproche du tekurbabine, tandis que Elkthi Irizen, préparé avec soin avec de la crépine bien épicée, se rapproche drôlement des lasagnes. C'est très bon, surtout avec ce temps-là très froid, donc ça tombe bien. Quelqu'un a dit un jour que pour préparer de bons plats, il faut y mettre tout son cœur. Parce que le secret de la cuisine, c'est la simplicité, l'honnêteté et la sincérité. Enfin, une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les mains à faire.
Et on revient, on parle pédagogie à présent avec Fela Braz. Bonjour. Bonjour Nour. Asgaz Amgaz. Merci Asgaz pour tout le monde, Inch'Allah, Saha Oulana pour tous les Algériens et puis pour tout le monde entier en fait. La santé avant tout. Alors vous êtes venu nous parler ce matin des rois numides dans l'enseignement scolaire. Alors déjà cet intérêt pour l'histoire de l'Algérie d'avant la colonisation et la régence ottomane c'est tout récent. C'est tout récent, ça remonte aux années 2000 en fait. Quand si on va voir le programme scolaire qu'il y avait dans le temps, juste après l'indépendance, jusqu'à 2008 en fait, quand il n'y avait pas les rois numides. La Numidie ne figurait pas dans le programme scolaire, ni au primaire, ni au moyen, ni au secondaire. Il a fallu en fait compte qu'il y ait une... On va dire, la loi numéro 804 du 23 janvier 2008 a permis à fixer les dispositions fondamentales régissant en fait contre le système éducatif en Algérie, qui a considéré dans son article que l'école algérienne a pour vocation de former un citoyen. L'éducation a pour finalité d'enraciner chez nos enfants en fait contre toute notre histoire chronologique remontant dans le temps pour avoir le sentiment d'appartenance à l'Algérie et puis l'appartenance au peuple algérien et de les élever dans l'amour de l'Algérie et la fierté. La fierté par rapport à toute notre histoire qui remonte bien sûr à la libération nationale, à la guerre de révolution, mais avant l'avènement de l'islam dans la partie du Nord-Afrique. En fait, quand alors les chapitres, on découvre les chapitres en 2008 dans les manuels scolaires d'histoire, mais également dans les livres, par exemple comme celui-là, dans les livres... Qui remontent à plus loin. Qui remonte à plus loin. Avant, c'était juste la guerre de la libération nationale, c'était juste l'indépendance, c'était juste les chouhada, un peu à leur âme, et puis à nos Moujahidines également, et puis aussi à l'histoire du Moyen-Orient et au Proche-Orient. Mais en 2008, c'était un boom en fait compte. On retrouvait dans les manuels scolaires, que ce soit au primaire, vers la 4e année, 5e année, et puis actuellement, bien sûr c'est le cas au moyen, dès la première année moyenne au CEM, et puis au lycée, que les enfants en fait compte redécouvraient l'histoire de l'Algérie, pas contemporaine, mais celle qui remontait avant la colonisation de l'Algérie en 1830 par les colons français. Puisque ça reste une partie importante de notre histoire, donc on se doit de la transmettre aux enfants. C'est tout à fait normal, transmettre l'histoire de l'Algérie telle qu'elle, et puis chacun doit se retrouver son identité pour pouvoir avancer. On avance dans le temps grâce à nos ancêtres, grâce à notre identité. Et ça, en fait, quand l'intérêt, c'était un intérêt particulier qui a été accordé, une valorisation particulière du passé, un mazir antérieur bien sûr à l'islam, en particulier la Numidie. Et à travers comment on les découvre dans le livre que vous avez devant vous, Nour, à travers ce livre-là d'histoire de première année moyenne, on va découvrir qu'en primaire, c'était juste un cours on va dire, qui est assez pas léger, mais en fait, parce que les enfants sont tout petits, c'est un cours d'une page à 2 pages, mais au moyen, en fait, c'est tout un chapitre qui retrace la chronologie, qui retrace en fait quand la Numidie orientale, la Numidie occidentale, la réunification grâce à Massinissa, quel était le rôle de chaque roi, en fait, de la Numidie qui a œuvré, en fait, c'était tellement grand, la Numidie c'était tellement grand, c'était tellement spacieux, l'espace était tellement spacieux qu'il y a eu beaucoup de rois qui se sont succédés, les petits-fils, les fils, les arrière-petits-fils, et qui ont en fait donné la Numidie, créé la Numidie en fait et par la suite ça a donné la Nova Africa. C'est des rois qui ont marqué l'histoire de l'Algérie, de la Méditerranée et au-delà aussi. Bien sûr. Donc ça a dépassé les frontières. Ça a dépassé les frontières. Il y a eu beaucoup, on va dire, de jalousie par rapport aux Byzantins, les Romains qui ont tout fait pour avoir à leur service, pas les rois directement. En fait, quand on va parler de chevaliers, parce qu'ils ont beaucoup donné pour l'Afrique du Nord, ils ont beaucoup œuvré. Il y a eu des périodes en fait de tumulte, on va dire, si on peut se permettre de dire ça. Mais en fait, les rois numides ont beaucoup œuvré dans la culture, l'économie et la politique en fait et c'est pour ça que maintenant on retrouve cela dans le programme scolaire. J'avais dit tout à l'heure en fait c'est un cours en histoire au primaire, mais au moyen maintenant c'est tout un chapitre, c'est-à-dire la leçon. On va dire, les leçons prendront un mois en général, plus de place. Et ça, en fait, c'est la valorisation de notre histoire, puis permettre aux enfants, transmettre notre identité aux enfants,
parce qu'on le fait ou pas, c'est des autochtones de la région de l'Afrique du Nord, Oui. les rois numides en fait, les berbères, la mazirité qui fait partie maintenant de notre culture. Et c'est bien que ce soit bien précisé, bien enseigné dans nos écoles. Alors, c'est des histoires passionnantes. Je pense que ça ne devrait pas être très compliqué à faire aimer par les enfants. Du tout. Alors, à travers les livres scolaires, par exemple, si je prends le livre scolaire de langue arabe de première année moyenne, on va retrouver de langue arabe. Voilà, ça on peut le voir à l'antenne. En fait, quand il y a un texte sur Massinissa, ce texte-là, par exemple, c'est pour en fait connaître les termes en arabe et puis découvrir. C'est un cours de langue arabe, mais simplement à travers cette histoire-là, on découvre les personnalités en fait qui ont marqué l'histoire ancienne de l'Algérie, de la Numidie. Et puis par ailleurs, on va découvrir sur le livre d'histoire, par exemple, en cours de moyen, c'est tout un chapitre. J'avais dit c'est pratiquement 10 pages, alors qu'en primaire c'est 1 à 2 pages. Tout est retracé. Tout est retracé, c'est bien schématisé, et puis c'est des petites leçons en fait à retenir facilement par nos enfants, parce qu'on le découvre à travers notre société. Il y a des enfants qui s'appellent Massinissa, Yuba, Jugurta, puis les enfants sont étonnés quelque part, ils se disent « Ah, c'est quoi ces prénoms-là » Mais maintenant, ils n'auront pas à être étonnés parce que tout simplement, le cours il est dans le programme scolaire. Ça, c'est une très très bonne chose. Et puis j'avais dit que ça date depuis 2008 en fait, avec l'article numéro 0824 du 23 janvier 2008, ce qui fait en fait l'identité algérienne à travers son histoire. Il y a une valorisation, un intérêt qui a été donné par le système éducatif, par le gouvernement algérien et dans le système, à travers le système éducatif en Algérie, ce qui est une très très bonne chose. Très bien, merci beaucoup, merci Falabraz. On vous retrouvera bien mardi prochain. En tout cas, vous avez prévu quelque chose? Vous avez fait un dîner hier? Il y a eu un... Bien sûr. Qu'est-ce que vous avez fait? On avait fait un petit berkoukis et puis un couscous qbaili à four. Voilà. D'accord, en comité restreint, j'espère. Bien sûr. Très bien. Alors, on vous retrouvera mardi prochain. Merci beaucoup. On vous laisse en musique, respiration musicale pour cette chanson Touareg. Regardez.
Nous restons avec l'art pour parler gastronomie. C'est avec vous Fatima Dressi. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va, merci et vous? Très bien, c'est Gassam Megas à vous aussi. Merci. Merci, vous l'avez dit en off, je précise. Oui. Alors, vous êtes directrice d'une école d'art culinaire. Exactement, oui. Bon, la table est très bien garnie. J'ai l'impression qu'elle est de plus en plus garnie. Donc là, on a un berkoukes. Un berkoukes, oui. C'est vous qui l'avez fait? Oui, exactement. Ça a l'air très très bon. On est très gourmand de bon matin. En tout cas, ça, je peux vous dire au nom de toute la régie. Merci. Alors, votre présence ici nous enchante, surtout qu'on est en pleine période de célébration de Negen Ayer et on ne peut pas parler de Yanel sans le fameux repas de famille. Exactement. Qu'est-ce qu'on cuisine d'habitude? Alors, sabah al-khair, kul aam wa antoum bkhair. Je suis très heureuse d'être parmi vous. Donc, je fais chaque région à sa façon ou son propre plat. Moi, ce que j'ai préparé aujourd'hui, c'est ce qu'on fait dans l'ouest d'Algérie, berkoukes. Donc, on a deux repas spéciaux l'ouest d'Algérie, c'est le berkoukes ou bien le waraq تاع الشخشوخة. Oui. Mais ça, c'est pas la même façon de préparer qu'il m'a fait le sud. Ça diffère en fonction des régions. C'est différent. régions. La sauce, elle est différente. Les feuilles, c'est les mêmes, mais les sauces sont différentes. L'ouest, l'est, le sud et le nord, c'est ici à Alger, vous préparez des plats en sauce blanche. Je pense rechta et plus couscous, en sauce blanche. Voilà, couscous sauce blanche. Nous, l'ouest, donc je vous ai dit, nous déroule le berkoukes, mais maintenant c'est une autre façon. C'est une nouvelle méthode de préparer. Avant, c'était le berkoukes avec la dinde. La dinde farcie. Actuellement, le tamera, c'est autre chose. C'est ce que vous voyez là en rondelle sur le... C'est une viande hachée qu'on assaisonne, qu'on prépare en boudin. Avec des épices. Voilà, avec des du épices. persil. Voilà, exactement. Beaucoup plus la coriandre. Et puis, une fois refroidi, on coupe en rondelles et on présente... Voilà, on a aussi des sucreries, on a le Thérèse. Oui. On a par exemple Thérèse, quand on a un nouveau-né dans la famille, comme moi je l'ai fait d'ailleurs ce week-end, avant le jour J, je l'ai fait avec mes petits-enfants. On met les petits-enfants dans une grande safa, enfin le ksara. Et puis on met sur la tête les enfants. Présage de bonheur exactement, et de bonnes choses. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver dans un repas traditionnel de Yanel? Vous l'avez dit, on a aussi d'autres plats qui se font dans d'autres pays de l'Afrique du Nord, du Moyen-Orient également. Exactement. Et alors tout dépend des régions d'est en ouest, nord au sud, ça dépend. Chaque ville en Algérie a ses propres menus pour fêter le Nouvel An berbère. Ils sont tous magnifiques, hein, que ce soit l'est ou l'ouest, tous les plats traditionnels. Même si parfois on n'est pas très habitué à manger certaines choses. Il faut aimer. Il faut aimer. Comme moi, j'aime la cuisine, donc je goûte à toutes les cuisines de notre pays et j'adore. Très bien. Alors, on rappelle encore une fois que vous êtes directrice d'une école d'art culinaire. Alors, justement, qu'est-ce qu'on apprend au sein de votre école? Alors, c'est une école déjà qui existe depuis 17 ans. Oui. On était à Kouba et actuellement, on se trouve à Zeralda. On a fait le transfert parce que Zeralda, c'est un endroit qui est agréable. Plus grand peut-être? Oui, c'est plus grand. L'endroit, il est agréable aussi où on est. Notre entourage est bien. Et comme là-bas, il n'y avait pas d'école, on a opté pour cet endroit-là. Donc, on a toutes les formations. On va dire la pâtisserie classique, fine, la pizza, la cuisine. On fait le pain et viennoiserie. On fait le cake design. Tout ce qu'il y a à manger. Hein. Tout ce qui passe par la bouche et qui fait grossir entre parenthèses. Généralement, vous avez c'est plus des femmes, j'imagine, que des hommes? Non, moi c'est une école mixte. Oui, même en oriental. Hein, vous allez vous dire que les gâteaux traditionnels, il n'y a pas d'hommes. On a des hommes et j'ai des étudiants qui font les gâteaux traditionnels. Donc ils ont la volonté d'ouvrir peut-être une pâtisserie certainement, oui. À l'avenir. D'accord, donc voilà, c'est vraiment mixte. Donc là, on va dire que c'est égal. Quoi. Oui. On a autant d'hommes que de femmes. Voilà. Alors Fatima Dressi, nous avons parlé avec vous de traditions culinaires, de différentes régions en gros. Oui. Qu'est-ce que vraiment, en termes de formation, qu'est-ce qui se fait aujourd'hui qui ne se faisait peut-être pas avant parce qu'on a remarqué qu'il y avait peut-être des retards, certains retards tout ce qui en termes de transmission, de savoir. Oui. Il y a des choses qui sont perdues au fil des années. Aujourd'hui, on essaie de rattraper justement. Non, toutes les formations se faisaient et se font, mais actuellement, il y a une autre tendance, c'est le cake design. C'est pratiquement tout le monde qui aime faire le cake design. C'est-à-dire parce que c'est un petit avenir pour les femmes ou les hommes, pour les commandes et tout ça. Oui. Donc le cake design... Qu'est-ce que c'est? Alors c'est un cake? C'est un cake, bien sûr, couvert avec de la pâte à sucre, décoré avec des thèmes... selon la personne, c'est-à-dire personnalisé. Hein. Personnalisé, exactement. C'est des thèmes personnalisés. D'accord. Et bon, j'imagine que c'est salé, parce qu'on a aujourd'hui des cakes qui se font aussi salés. Salé, oui. Salé, sucré. Sucré, voilà. Là, on a beaucoup plus. Bon, la formation qu'on a à l'école, c'est sucré.
Mais quand on a par exemple une formation de salé prestige, on a des petits gâteaux, par exemple millefeuilles salées, on a des tartes. Avec des légumes, millefeuilles salées Non, avec des crèmes salées. Avec des crèmes salées. Des crèmes salées, des mousses. Des mousses, mousse au thon, mousse bien sûr au saumon. D'accord. Alors vous existez depuis 17 années, là, Hibarek. On vous espère encore de poursuivre cette lancée. Vous avez eu des retours en termes de formation. Est-ce que vous avez eu de grands chefs pâtissiers, de grands chefs cuistots qui sont aujourd'hui à la tête de... Oui, madame, parce que j'ai eu un enfant, enfin, maintenant c'est un jeune homme. Bon, je ne citerai pas son nom, il est actuellement international. Il a participé au concours de pâtisserie en France, avec les grands chefs français, chinois. Et il a fait l'école d'art culinaire. Quand il est venu chez moi, il m'arrivait juste là. C'était un petit enfant, il a fait l'oriental chez moi parce que je donnais des cours d'oriental. Il a fait de la pâtisserie chez un bon chef que j'avais, d'ailleurs je le salue. Et actuellement, il a fait un très grand pas en avant. Voilà, je le salue. J'ai aussi un autre stagiaire qui est actuellement prof chez moi. Vous pouvez donner leur nom, il n'y a aucun souci. Hein. Très bien, donc Bilal Ouanes, c'était mon stagiaire quand j'étais à Cuba. Il est venu tout petit chez moi, il est maintenant international. J'ai un autre qui est Abdelnour Mokhtari, c'est le chef de mon école, c'est le premier chef en pâtisserie fine. Aussi, il est venu tout petit chez moi, il avait, je crois, 16-17 ans, comme ça. Vous les avez vus grandir? Je les ai vus grandir devant moi, oui. Et Mokhtari, quand il s'est marié, c'était moi qui lui avais offert les gâteaux de son mariage. Actuellement, il a 2 petites filles. D'ailleurs, je lui dis bonne année à lui et à sa famille, et je dis bonne année à tout le monde. Merci pour... Alors, généralement, à l'international, ils aiment bien le côté un peu exotique oriental. Oui. Et je pense que il a su mêler ce qu'il a appris ailleurs ou ici, plus que vous l'avez appris en termes ils ont fait le premier pas. Ils ont fait le premier pas chez moi à l'école et ils ont fait des avancées, c'est-à-dire ils ont avancé. Ils ont fait des pas en avant, c'est en faisant des recherches. C'est sur le net, vous voyez, il y a tout. Mais quand on a une bonne base, on peut aller loin. On peut aller loin, voilà. Très bien. Alors, est-ce que vous pensez qu'une école en Algérie, c'est suffisant? Est-ce que, pour vous, ce serait préférable qu'il y ait plusieurs instituts ou écoles d'art culinaire qui puissent vous accompagner? Il y en a assez. Il y en a assez. Maintenant, c'est la concurrence. Avant, il n'y avait pas. Quand j'ai ouvert une école, il y avait peut-être, ça se comptait sur le bout des doigts. Actuellement, Allah Hibarak, Masha'Allah, il y en a assez. Mais c'est bon pour tout le monde. Hein. Parce que ce n'est pas uniquement les gens qui n'ont pas étudié qui font les formations. C'est des pharmaciens, c'est des ingénieurs, c'est des étudiants, beaucoup plus des étudiants qui sont à l'école. D'accord, très bien. Alors, vous avez quelque chose de prévu aujourd'hui? C'est-à-dire un événement, il y a beaucoup de choses qui sont dans l'agenda culturel. Il y a des rencontres, des expositions. Oui, je suis invitée. Bon, en terminant avec vous, je vais passer au Palais de la Culture. Très bien. Voilà. Et bien justement, Palais de la Culture, il y a aussi à la Villa Abdelatif, aujourd'hui à 13h, dans moins de 3 heures, il y a cette conférence sur la traduction en tamazir, projection du film Vu Raled de Hafid Braham. Il y a aussi un spectacle musical choral Algérie virtuel, évidemment tout est virtuel, sous la houlette du chef d'orchestre Zoher Mazari. Et puis à l'ONCI, il y a sur plateforme des réseaux sociaux toujours, direction de la culture d'Oran, spectacle du chanteur Samir Zemouri et Yassine Orabeh. Donc ça c'est demain à 20h30. Sinon, jeudi, ça continue, c'est sur plusieurs jours. Yann ça, je vous apprends rien. Il y a au Palais des Raïs, à 10h du matin, célébration de Yann avec toute une table ronde sur les traditions de Dainen. Voilà, donc avec plusieurs choses à voir et à découvrir pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis Alger, c'est pas qu'à Alger que les choses se passent. Il y a aussi à Taman al-Asset, dans le sud du pays, une exposition sur l'artisanat, des objets de la poterie et de l'argile. Aujourd'hui, mardi, à la salle du 1er novembre, ça se passe à Taman al-Asset. Allez-y si vous avez un moment. Et puis, Art et Culture à Alger, le 12 février, programme virtuel, spectacle ballet de la capitale d'Alger, donc une expo de photos. Très bien, voilà. Ça vous inspire tout ça? Oui. Très bien. C'est magnifique. Eh bien, revenez la prochaine fois dès que vous avez une nouveauté. Inch'Allah. Avec vos chefs, vos futures vedettes. Bien sûr, invitez-nous, Bark. On vous invitera. En tout cas, merci d'avoir été Fatima Dressi avec nous. Je rappelle que vous êtes directrice d'une école d'art culinaire. Et puis, on vous laisse tout en musique, évidemment. C'est le groupe Layali de la Cité Maya. En attendant, je vous souhaite une très très belle année pleine de santé. Au revoir.